des galaxies, ou plus exactement de l'univers galactique. Les galaxies, c'est quelque chose d'assez récent. On sait que l'univers est constitué de milliards de galaxies, mais avant on était très loin, très loin de s'en douter. Et pourtant, de tout temps, on a eu une certaine conception de l'univers, c'est-à-dire de ce qui nous entourait. La première conception que l'on connaisse, c'est celle qui a été due au monde sumérien. Sumer, c'est une civilisation qui s'est développée, disons, au milieu de l'Irak, il y a en gros 6000 ans, et qui a donné suite à quantité d'autres civilisations mésopotamiennes, en particulier la babylonienne. Et la première conception du monde, on la connaît grâce à Babylone. C'était relativement simple. Vous avez la Terre au centre, vous voyez ces espèces de trucs creux. À l'intérieur, c'était l'enfer. À l'extérieur, bon, les gens vivaient là-dessus. Ça flottait sur l'océan universel. On n'a jamais su exactement de quoi il était composé, mais c'est pas grave. Et puis autour, eh bien, vous aviez une sorte de voûte qui bloquait l'atmosphère et des trous ou des points lumineux. C'était la conception centrée sur la Terre. En fin de compte, on est resté très longtemps sur cette conception centrée sur la Terre, bien qu'on a eu quelques petites différences. Là, vous avez la conception qui a été donnée par Aristarque de Samos en moins 250, et on voit que le Soleil était au centre. Ça aurait pu lui coûter cher, mais personne n'y a pris attention, alors que pourtant c'était une conception très pratique. Vous n'ignorez cependant pas que pendant très longtemps, on a cru que la Terre était au centre de l'univers, puisqu'il a fallu attendre Nicolas Copernic et le XVe siècle pour réussir à se dégager de cette notion. Et pourtant, eh bien, on avait fait un certain nombre de remarques. La première remarque, c'est cette fameuse Voie lactée que l'on voit l'été. Ça vient de Voie lactée, en latin. Elle est due à une origine ancienne, d'après la mythologie grecque en particulier. Eh bien, ce serait Hercule qui aurait mordu une sainte Junon, qui a fait jaillir du lait. C'est joli, mais ça n'a pas une grande signification. Par contre, il y a un terme qui est important et qu'on voit apparaître ici, c'est le terme de galaxie. Mais galaxie, ça ne signifiait absolument pas un amas d'étoiles, ça signifiait simplement le lait, gala, lait en grec ancien. Et pourtant, il y en avait qui avaient certaines idées intéressantes. Un, certainement des plus grands savants de l'Antiquité, Démocrite. Démocrite, c'est lui qui a pensé à la possible existence des atomes. Bon. En fin de compte, on trouve à peu près tout dans l'Antiquité. Ils avaient une imagination extrêmement fertile, et en même temps, ils avaient relativement peu de preuves matérielles pour pouvoir discerner entre ces différents éléments. Si bien que c'était ceux qui leur paraissaient les plus logiques qui l'emportaient. Eh bien, Démocrite avait pensé que la Voie lactée, c'était peut-être un amas d'étoiles, trop petite et trop serrée pour être discernée. Effectivement, dans la Voie lactée telle qu'on la voit à l'œil nu, eh bien, on ne discerne pas ces différentes étoiles. Il a fallu attendre la première lunette astronomique inventée par Galilée. La première observation date de 1609. Ça commence à dater, mais enfin, par rapport à l'âge de la civilisation, c'est tout récent. Eh bien, Galilée a trouvé, en braquant sa lunette vers le ciel, que la Voie lactée, finalement, c'était effectivement des petits points lumineux, des petites étoiles, mais qui étaient beaucoup trop faibles pour être vues à l'œil nu. Par la suite, eh bien, ça a été développé avec Herschel et avec d'autres, et finalement, on a admis très rapidement que cette Voie lactée, c'était un amas gigantesque d'étoiles, et que l'on faisait partie de cette Voie lactée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'univers ne se contentait pas au Soleil, à la Terre, au système solaire avec des étoiles autour, mais c'était surtout des étoiles autour. Et c'est de là que l'on a tiré la notion de galaxie. Notre galaxie, la Voie lactée, vous savez qu'un satellite à l'heure actuelle, et d'ailleurs c'est la précédente, a réussi à cartographier plus de 1 milliard d'étoiles. J'ai vu ça à la télévision récemment avec modélisation en 3D, c'est-à-dire on peut se balader là-dedans, comme si on se déplaçait dans l'espace. C'est assez marrant, mais enfin on voit avec des points lumineux. Et s'il n'y a pas l'étiquette à côté pour reconnaître les étoiles, c'est très différent. Eh bien, vous avez ici la Voie lactée, puis au niveau où il y a le petit trait rouge, là, c'est curieux, c'est un peu centré à mon avis, mais enfin bon, ils ont placé la Terre quand même assez nettement en bordure. En fin de compte, la Terre est surtout entre deux bras de la Voie lactée. Le Soleil et la Terre par conséquent. Alors voici la position de la Terre par rapport à la Voie lactée, vue de tranche cette fois-ci.
Parce que lorsqu'on regarde les différentes galaxies dans l'espace, eh bien on ne les voit pas toujours de dessus, on ne les voit pas toujours de dessous non plus, on les voit quelquefois de tranches. Eh bien la tranche de la Voie lactée, c'est ceci. Vous remarquez des petits points lumineux à droite et à gauche, ce sont les galaxies satellites. On a vu assez récemment, c'est-à-dire il y a pour une quarantaine d'années, que la Voie lactée, eh bien, était une grosse mangeuse, comme beaucoup de grosses galaxies, bien que la Voie lactée soit plutôt une galaxie moyenne, et attirait des petites galaxies, des petits ensembles, et les disséquer littéralement. Ah, celle-là, c'est une reconstitution plus récente et bien meilleure. Là, vous avez le centre avec la position du Soleil, et c'est beaucoup plus étendu, comme vous pouvez constater. Voilà le Soleil. Voilà les deux bras, le bras du Sagittaire qui est ici, le bras normal, si l'on peut dire, ça c'est le bras extérieur, vous avez le bras du Centaure. En fin de compte, on a repris un certain nombre d'éléments, de constellations que l'on avait pu repérer. Sachez simplement que de la position de la Terre, on voit très très peu d'étoiles et très très peu de constellations. C'est vraiment très récent. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la Voie lactée? La première caractéristique, c'est sa grandeur. Un diamètre de la Voie lactée, 90 000 années-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Ça fait en gros 10 puissance 14 km, c'est-à-dire 1 suivi de 14 zéros derrière. C'est énorme. La lumière va très vite. Le nombre d'étoiles, eh bien le nombre d'étoiles, j'ai eu des éléments extrêmement variables. Nous avons ici 200 milliards d'étoiles. Vous trouverez certainement dans d'autres documents 300 milliards d'étoiles. Même 400 milliards d'étoiles pour ceux qui voient large. Ouais. En fin de compte, on ne sait pas exactement, puisqu'il y a quantité d'étoiles qui ne sont pas visibles, même avec les plus puissants télescopes, soit parce qu'elles sont situées de l'autre côté du bulbe central, qui est tellement lumineux qu'on ne voit rien, soit tout simplement parce qu'elles sont très petites. On appelle ça les naines rouges. C'est tout petit, et ça éclaire très mal. Mais apparemment, il y en a énormément. Alors il est possible que le terme de 200 milliards soit un peu restreint. La masse, 1 trillion, 1 milliard, c'est 1 billion, et 1000 milliards, c'est 1 trillion. 1000 milliards de masse solaire. La longueur de la barre centrale, vous avez vu tout à l'heure, c'était pareil, oui? Dans le bulbe central, qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Dans le bulbe central. Énormément d'étoiles, très serrées. On l'a vu tout à l'heure, c'était cette espèce de bulle, de tache lumineuse, et c'est pour ça qu'on ne voit pas au-delà. On ne peut pas traverser, oui? Est-ce que de la Terre, on le voit, le bulbe central? C'est difficile, parce que les étoiles sont trop loin. C'est pour ça qu'il faut un télescope, un beau télescope. Oui. Voilà. Donc, on peut le voir au télescope. Ah oui, sans problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit pas au-delà. La distance du Soleil au centre de ce bulbe central, c'est 26 000 années-lumière. L'épaisseur, alors vous voyez, 2000 années-lumière, c'est à comparer avec le diamètre, c'est vraiment très aplati. Hein. Ça fait à 1/50e à peu près, le rapport de l'épaisseur par rapport au diamètre. La vitesse du Soleil, ça c'est intéressant, nous allons avec le Soleil à 220 km par seconde. Oui, c'est extrêmement rapide. À 1 km par seconde, on voit que c'est déjà 3600 mètres en une seconde. Les plus rapides avions, c'est-à-dire les avions tels que le A-10, le YF-12, qui existent depuis un certain temps, allaient à peu près à 3500-4000 km par seconde. Et c'était exceptionnel. Ouais. Je ne parlerai pas du X-15, oui. Il va où le Soleil? Il tourne. Ah oui, oui, Voilà, il tourne. autour de la galaxie, quoi. Voilà, il suit le mouvement général. On en parlera plus en détail tout à l'heure. En fin de compte, il fait un tour, d'ailleurs, on le voit ici, période de rotation, 225 millions d'années. C'est-à-dire, on repasse au même endroit tous les 225 millions. À quelque chose près, parce que ça se déforme un peu. Oui, on attendra si on peut. Bon, vous avez la Voie lactée. Et là, c'est intéressant, on voit les deux naines, naine du Grand Chien, naine du Sagittaire, qu'on ne voyait pas, on avait assimilé ça simplement à des amas globulaires. Or, en fin de compte, ce sont des noyaux de petites galaxies qui ont été attirés par la Voie lactée. Elles ont été écharpées. À côté, vous avez les deux nuages de Magellan, qu'on ne voit que de l'hémisphère sud. Ces deux nuages de Magellan, on a vu qu'ils avaient une traînée de poussière et de petites étoiles
qui allaient jusqu'à la Voie lactée. On est en train de les attirer, ceux-là aussi. Dans quelques milliards d'années, ils existeront peut-être plus beaucoup. Dans la deuxième photo, eh bien, on a augmenté de 10 le facteur, et on voit deux grosses galaxies avec la Voie lactée, la galaxie d'Andromède. Elle est un peu plus grosse que la nôtre. 1,5 fois à 2 fois, ça dépend des estimations. Mais elle a la même structure. C'est-à-dire, c'est une galaxie spirale barrée. Et à côté, vous avez la galaxie du triangle. Ça, c'est le groupe local. Comment les voit-on, ces galaxies? Parce qu'en fin de compte, elles sont éloignées pour la plupart, ou elles sont faibles, comme les galaxies naines, et par conséquent, on ne les discerne pas normalement. Mais il y en a trois qu'on voit très bien. Très bien, à condition d'avoir de bons yeux et savoir où viser. La première, celle qu'on voit à l'heure actuelle dans l'hémisphère nord, c'est la galaxie d'Andromède, que vous avez ici. Vous voyez qu'elle ressemble un peu à la Voie lactée. Elle a également deux galaxies satellites, et deux petits points de chaque côté. Beaucoup plus petites que la galaxie centrale. Et les deux nuages de Magellan. Les deux nuages de Magellan, on pourrait croire qu'ils appartiennent, d'ailleurs c'est ce qu'on a cru au départ, hein. Magellan, il ne pensait pas du tout ce que ça pouvait être à l'extérieur, d'ailleurs personne ne croyait qu'il y avait quelque chose à l'extérieur de la Voie lactée à cette époque. Les deux nuages de Magellan ne se voient que de l'hémisphère sud. Le grand nuage étant un tout petit peu plus près que le petit nuage de Magellan. Là, on voit que ce sont des galaxies totalement irrégulières. Hein. Il n'y a pas de forme définie. C'est dû sans doute à l'attraction de la Voie lactée. Bon, ça c'est le texte que je viens de vous dire, donc je n'insiste pas. Comment se sont formées ces galaxies? Ce sont des suppositions. Disons que c'est logique, mais on ne sait pas exactement si c'est bien l'ordre des choses. Tout à fait en haut, vous avez ce qu'on appelle le fond diffus, c'est-à-dire les premières images qui ont apparu dans l'univers. À peu près 300 000 ans après ce qu'on estime être le Big Bang, eh bien, les premières photons, la première lumière a commencé à sortir. Et le premier satellite qui a vu ceci, il y a maintenant une cinquantaine d'années, ça s'appelle le satellite Kobe, qui était relativement peu précis, maintenant on a des images beaucoup plus nettes, et bien il s'est aperçu que sur ce fond de l'univers, il y avait des petites différences, très faibles d'ailleurs, mais des petites différences qu'il a traduites. Lorsque c'est bleu ou noir, la température est légèrement plus basse, et lorsque c'est jaune ou rouge, elle est légèrement plus élevée. Ça tient à quelques degrés la différence entre les deux, et la température moyenne, c'est 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire en gros moins 271 degrés. Ça s'est tellement éteint que maintenant c'est très froid. On appelle ça le fond diffus de l'univers, mais on voit commencer à apparaître des discontinuités, des amas qui se créent à droite ou à gauche. On estime que quelques années, ou plutôt quelques millions d'années ou milliards d'années plus tard, eh bien, on voit se créer des étoiles qui se répartissent de façon régulière. On avait en quelque sorte le départ des filaments, et là, vous avez les galaxies qui vont se former sur ces filaments. On a essayé de reconstituer ceci. Alors, ça se lit colonne de gauche, puis ensuite colonne de droite. Eh bien, les étoiles, ces petits points jaunes que vous voyez apparaître, naissent les unes après les autres et forment de gros agglomérats. À la fin, vous avez votre galaxie. Elle a accumulé la matière qui était autour, et les étoiles se sont allumées, et continueront de s'allumer d'ailleurs pendant pas mal de temps. Deux galaxies typiques, la galaxie des chiens de chasse et une autre galaxie. Elles sont toutes les deux des galaxies spirales, mais pas barrées. C'est-à-dire elles n'ont pas cette espèce de trait central. Le bulbe, qu'on voit très bien dans les deux cas, les bras partent directement de ces bulbes-là. Voilà deux autres galaxies, une dans la lyre, une autre dans les chiens de chasse. On va revenir sur celle des chiens de chasse parce qu'elle est assez intéressante. Mais avant, je vais vous montrer ce qu'on peut voir avec un très fort télescope. Et sur un secteur relativement petit, ça ne représente même pas 1 degré carré. Eh bien, vous avez ici toute une série de galaxies. Il y a des zones de l'univers où il y en a relativement peu. Il y en a des zones où il y en a énormément. Là, tous ces points que vous voyez ici, à l'exclusion de ça et de ça, qui sont des étoiles, tous les autres points sont des galaxies. Quelquefois plus proches, elles apparaissent plus grandes, comme par exemple celle-ci, qui est une spirale barrée,
ou celle-ci, ou celle-ci, ou encore celle-ci, ou celle-là qui est très jolie. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin et qui apparaissent à peine. Regardez celle-ci, on voit que c'est quand même une galaxie. Mais alors quand on regarde ici, on ne voit pas du tout. Voilà. Il y en a à l'infini. Et quand on dit qu'il y a 1000 milliards de galaxies, il y en a peut-être encore plus. Parce que c'est un calcul qui ne peut pas être décompté pièce par pièce, on y passerait une éternité, mais qui est fait tout simplement par le fait qu'on trace un carré, et puis à droite ou à gauche, et on essaye de prévoir ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Comme ça se passe très souvent, bien on a essayé de classer ces galaxies. Galaxie elliptique, spirale, simple, spirale barrée, c'est la Voie lactée, compacte, l'espèce de ballon de rugby, boule quelquefois, ça peut être une boule de pétanque comme on veut. Annulaire, intéressant annulaire. On se demande comment elle a pu se former d'ailleurs, parce que ça représente en quelque sorte Saturne. Annulaire barré, irrégulière, c'était les deux galaxies que je vous ai montrées tout à l'heure des nuages de Magellan. Lenticulaire, on en a vu une tout à l'heure, une rouge, et lenticulaire barré. Pendant un temps, il y en avait beaucoup plus que ça, puis finalement, on a réduit le nombre de galaxies, puisque on pouvait les assimiler pour une certaine variable. Alors, comment examine-t-on une galaxie? En fonction de la lumière qu'elle émet, évidemment. Mais la lumière qu'elle émet est très variable, suivant la longueur d'onde de cette lumière. Nous, on le voit dans le visible, c'est-à-dire, en fin de compte, on cumule le rouge, le vert et le bleu, puisque nos yeux sont sensibles à ces trois couleurs, et les combinent. Rouge, vert, bleu, c'est ce que vous avez à peu près au centre. De l'autre côté, vous voyez que c'est un bleu très très pâle, c'est l'ultraviolet. L'ultraviolet, eh bien, on peut le détecter, il y a des couches sensibles à ceci, mais nos yeux ne sont pas capables de le faire. J'ai lu assez récemment que les aigles avaient une particularité, ils étaient capables de voir dans le proche ultraviolet. Ils ont des cellules nerveuses dans l'œil qui sont différentes des nôtres, ils voient notre lumière, mais ils voient en plus l'ultraviolet. Bon, ça ne change pas énormément de choses, mais c'est quand même intéressant. Les deux dernières sont dans l'infrarouge. L'infrarouge, ce sont des ondes qui sont diamétralement opposées à l'ultraviolet, c'est avant le rouge, et par conséquent, eh bien, ce sont des ondes qui chauffent. La chaleur est diffusée en infrarouge. Il y avait autrefois des chauffages comme ça. L'infrarouge, c'est plutôt à relativement basse température vis-à-vis des étoiles. L'ultraviolet, ce sont des étoiles qui sont beaucoup plus chaudes, au point que les radiations ne les voient pas. Et quand on combine le tout, ça donne ce qu'il y a en bas. Mais ce qui est en bas, c'est bien joli, mais ça ne donne pas énormément d'indications, alors que la séparation dans les différentes teintes, elle, est beaucoup plus importante. Je vous ai montré tout à l'heure un morceau de cette image. Ce sont deux galaxies qui se sont percutées. Ça nous arrivera, paraît-il, puisque Andromède, qui à l'heure actuelle a 2 millions d'années-lumière, nous arrive dessus assez rapidement. Eh oui. Rapidement, c'est-à-dire qu'il faudra à peu près 5 milliards d'années pour nous arriver dessus. Donc, pour nous, on est tranquille. On n'en tient pas compte. Et de toute façon, l'espace est tellement grand entre les différentes étoiles que ça pourra traverser sans vraiment de problème. C'est un peu comme un coup de fusil de chasse sur un grillage à grands carreaux. Les plombs passent, en principe. Mais elle ne pourra pas, l'une ou l'autre ne pourra pas manger. Eh bien, ça c'est ce qu'on va voir, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Andromède étant un peu plus lourd que nous, on va certainement être un peu secoué quand même. Mais on restera peut-être ensemble aussi. Alors on a essayé de reconstituer ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'on a pris un ordinateur très puissant, et puis on a traduit en termes numériques les différentes positions des étoiles, et puis également le mouvement général, et on a examiné ce qui pouvait se passer. Bon, c'est toujours qu'une simulation. C'est intéressant, certes, mais il y a certainement un certain degré d'inexactitude. Mais ça donne une idée de ce que ça peut faire. Là, vous avez les deux constellations qui arrivent l'une sur l'autre. Elles commencent à s'interpénétrer. Puis, sous l'effet du mouvement général, eh bien, elles vont perdre une partie de leurs étoiles. Ça donne cette espèce de truc. Alors, on a essayé de le reproduire avec plus de précision.
voyez, ça existe. Ça existe entre le nuage de Magellan et la Voie lactée. Beaucoup moins puissant, évidemment, parce que le nuage de Magellan est beaucoup plus léger, mais on a cette petite traînée. On a repéré cette petite traînée, c'est-à-dire des étoiles qui sont attirées. Les distances sont considérables, il ne faut pas croire que ça se touche. Alors c'est en train de se déchiqueter progressivement, puis ça revient, et finalement ça donne un truc comme ça. Le stade actuel, c'est à peu près entre celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les étoiles, les galaxies, vont être un peu ou beaucoup disloquées, et vont finir par s'attirer l'une avec l'autre, ça va danser l'une en face de l'autre. Ça dure quelques milliards d'années. Il ne faut pas être pressé. Je vous ai parlé des deux naines, naine du Sagittaire et naine du chien, du grand chien. Eh bien, on a essayé de représenter ce qu'ont pu faire ces deux galaxies lorsqu'elles sont arrivées, attirées par la Voie lactée, à proximité de cette Voie lactée. Eh bien, avec beaucoup de soins, et surtout des appareils très puissants, eh bien, on a détecté des traces d'emplacement de ces galaxies. Vous voyez ici? Bon, là, ça a été considérablement renforcé. Hein. La Voie lactée a été simplifiée au centre, mais on a des traînées d'étoiles, des petites étoiles, puisque ce sont les petites qui sont les plus faciles à manier, les naines rouges en particulier, et on appelle ça des courants fantômes. Mais ça tente à prouver que la simulation qu'on avait vue tout à l'heure, finalement, n'était pas si mauvaise que ça. Puisque ces courants fantômes montrent qu'effectivement, les galaxies naines, naine du grand chien, naine du Sagittaire, il y en a eu d'autres d'ailleurs, se sont promenées autour de la Voie lactée avant d'être capturées vraiment par cette Voie lactée. La dernière chose qui reste, c'est comme ça qu'on laisse détecter, c'est le noyau central de ces deux galaxies naines. Noyau central beaucoup plus dense, donc a beaucoup mieux résisté à l'attraction de la Voie lactée. Alors, je vous cite ensuite qu'un autre objet a été classé parmi les galaxies capturées, c'est autrefois un amas globulaire. On pensait que ça appartenait à la Voie lactée, mais ce n'est pas le cas. On a vu local, parce que même Andromède à 2 millions d'années-lumière, c'est local. Ben maintenant, on va aller un peu plus loin. Alors un peu plus loin, ben c'est là. Alors vous avez votre groupe local qui se trouve ici. On va essayer de le reprendre, voilà. Et puis, vous avez tout un tas d'autres galaxies qui s'étirent autour de nous, avec des amas gigantesques, comme l'amas de la Vierge que vous avez là, l'amas du Fourneau, etc. Le groupe local, il se situe ici, tout petit. M101, c'est une galaxie très connue qu'on trouve dans la Grande Ourse. Je vous ai parlé des chiens de chasse, et bien les chiens de chasse, c'est à ce niveau-là. Et on est allé encore plus loin, c'est-à-dire que on a essayé de voir le trajectoire des différentes galaxies. Et on a eu quelques surprises. En particulier, on s'est aperçu que dans un coin de l'univers, il y avait un très grand nombre de galaxies, plusieurs centaines de millions, qui étaient attirées. On appelle ça le grand attracteur. C'est une anomalie gravitationnelle, et nos groupes de galaxies vont dans cette direction. Groupe 4, hein. Il y en a d'autres ailleurs. Alors on a retracé les trajectoires de ces galaxies et on obtient effectivement le grand attracteur. Nous, nous sommes ici pour l'instant. On y sera encore pendant très longtemps, d'ailleurs, je vous rassure. Une autre représentation avec les superamas. C'était tiré d'une vidéo, c'est très joli d'ailleurs, ça se promène, mais on voit comme, en fin de compte, un versant de montagne avec les cours d'eau qui se déversent vers le bas. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de montagne a priori, mais il y a des zones de plus ou moins grande attraction. C'est assez récent comme système.
ça nécessitait beaucoup d'observations et beaucoup de calculs pour trouver tout ça. Autrement dit, on n'arrivait pas à le faire à l'âge. Alors comment a-t-on trouvé ces variations, ces trajectoires, ces vitesses? Évidemment, on ne pouvait pas les mesurer sur place. Il n'y avait pas de compteur de vitesse non plus sur les étoiles ou les galaxies. On s'est servi de la lumière. Tout le monde connaît l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est un grand classique du bruit. Lorsque vous avez une voiture qui arrive sur vous, le son devient de plus en plus aigu, et quand il s'éloigne, il devient de plus en plus grave. La vitesse de la lumière est une constante, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas. Par contre, sa fréquence peut varier. Quand on rapproche, plutôt quand l'objet se rapproche de nous, la fréquence va diminuer. On va avoir un déplacement vers les fréquences courtes, c'est-à-dire vers le bleu, le violet. Lorsque la lumière ou l'objet que l'on observe s'éloigne, la fréquence va augmenter. Par contre, on va avoir un déplacement vers l'autre versant, c'est-à-dire le rouge, jaune, orange, rouge. Si ça ne bouge pas, eh bien les couleurs vont rester à leur position. Alors généralement, tout au moins c'est le cas ici, on se sert d'un repère relativement simple qui s'appelle les raies jumelles du sodium. Le sodium émet dans le jaune, en temps normal. C'est très facile à repérer, ce sont deux raies très serrées. Lorsqu'on analyse la lumière, on fait une spectrographie, eh bien on voit des raies, suivant les corps qui sont excités et qui émettent cette lumière, et le sodium émet dans le jaune. Si l'objet se rapproche de nous, ces deux raies du sodium ne vont plus être dans le jaune, elles vont se déplacer vers l'orange, voire même le rouge. Si le corps s'éloigne, se rapproche de nous, c'est-à-dire s'éloigner, eh bien ça va se déplacer vers le vert ou vers le bleu. Donc les deux raies du sodium vont se trouver dans cette zone-là. Ce que je vous dis pour le sodium est vrai pour toutes les autres raies. En particulier les raies d'un corps qui est très très commun dans l'univers, c'est-à-dire l'hydrogène. Mais l'hydrogène c'est plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup plus. Et en plus, les raies principales ne sont pas dans le domaine visible. Ce qui ne gêne pas nos appareils puisqu'ils doivent également dissocier la lumière dans des zones où on ne voit généralement rien, où nos yeux ne sont pas capables de voir. On examine les galaxies. Avec un appareil suffisamment puissant, on ne sépare pas exactement les étoiles, mais on a quand même des groupes d'étoiles très compacts. Vous avez ici une galaxie globulaire, comme un ballon de football ou une boule de pétanque en quelque sorte, toute proportion gardée, bien entendu. Et on analyse la lumière, et voilà ce qu'on obtient. On s'aperçoit qu'un côté de cette galaxie est bleu. Si c'est bleu, ça signifie que ça vient vers nous. L'autre côté est rouge, ça s'éloigne. Toute proportion gardée, c'est-à-dire c'est une différence par rapport à ce qu'on voit au centre, qui restant vert ou jaune, ne bouge pas. Enfin, ne bouge pas, et tout au moins relativement fixe par rapport aux autres. Conclusion, puisque la partie gauche vient vers nous, et la partie droite s'en va, c'est que la galaxie tourne dans ce sens. On peut calculer la vitesse de rotation de la galaxie avec le décalage spectral qu'on vient de voir. On sait également comment cette galaxie évolue. Autre exemple, avec celle-ci, qui a des galaxies satellites, mais ça ne nous intéresse pas. Là, c'est plus compliqué, car on voit qu'il y a plusieurs zones. Il y a d'abord une zone qui est située ici en bas un peu à gauche, et en haut, un peu à droite. Le bleu signifie que ça vient vers nous, et ça s'en va plutôt. Donc on a un mouvement qui va faire ça en quelque sorte. Mais à l'intérieur, il y a deux petits points qui sont bien embêtants d'ailleurs, parce qu'on voit que ici, ça va s'éloigner, et là, ça va se rapprocher. Autrement dit, on va avoir un mouvement entre ces deux-là. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une galaxie double. Un mouvement dans un sens, un autre mouvement perpendiculaire dans l'autre. Ça montre aussi que
cette galaxie ne s'est pas formée en un seul coup. Il y a eu certainement deux amas d'étoiles qui tournaient de façon orthogonale, perpendiculaire en quelque sorte, et qui se sont ajoutées, collées. La petite centrale a fini sans doute par être cannibalisée par la plus grosse. À moins que ce soit l'inverse, parce qu'on n'est pas sur place pour mesurer les densités. En voici une autre qui est lenticulaire, celle-là. Un bel ovale. Même topo. Sur les parties extérieures que nous trouvons ici, 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 on a une rotation. S'éloigne, se rapproche, s'éloigne, se rapproche. Et au centre, c'est le contraire. Se rapproche, s'éloigne. Conclusion, on va avoir deux mouvements distincts et totalement contraires. Tout à l'heure, c'était deux mouvements perpendiculaires, là, c'est deux mouvements dans le même plan. Le noyau de la galaxie tourne dans le sens inverse de sa couronne extérieure. Dans tout ça, en plus avec les vitesses, en plus avec quantité d'autres renseignements, est donné par l'analyse spectrale de la lumière que ces galaxies nous envoient. Ça nécessite beaucoup de travail parce qu'on ne peut pas dissocier la lumière globale, il faut le faire petit parti, petit parti. Autrement dit, comme on dit, pixel par pixel, chaque petit carré a été étudié, oui. Qu'est-ce qui le fait tourner, le noyau central? On verra ça tout à l'heure. En voici une autre. Là, par quelques petits points, tout le reste est à peu près neutre. Non, question. Le décalage vers le rouge, vers le bleu, n'est pas dû toujours uniquement à l'effet Doppler. Ça peut être le champ magnétique, le champ gravitationnel. Non, non, ça inclut pas. C'est la vitesse uniquement. Pourquoi? Parce qu'il y a que la vitesse qui joue sur la fréquence. C'est pas ce que j'ai vu dans les ouvrages sur la relativité générale. Oui, mais là, on parle simplement de Doppler Fizeau classique. Hein. D'accord. Oui. Parce que la relativité, la vitesse influe après sur un certain nombre de choses. Après, on parle du redshift. Enfin là, c'est un peu plus simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut en conclure alors? Ben, c'est stable, hein, ça fait n'importe quoi. Hein. Alors, ils en ont conclu que finalement, ben, les étoiles se déplaçaient un peu n'importe comment, de façon assez faible. Pour interpréter la fabrication, plutôt la réalisation de cette galaxie, c'est plus compliqué. Il faut quand même parler un peu plus de ce que ça implique. On m'a demandé tout à l'heure, ça tourne. Ben, tout simplement parce que si ça ne tournait pas, ben, ça tomberait. Si la Lune ne tournait pas autour de la Terre, on se la ramassait, on se le ramassait d'ailleurs depuis pas longtemps sur la Terre. Même chose si on ne tournait pas autour du Soleil, l'attraction du Soleil nous attirait vers lui. Donc la seule façon de pouvoir stabiliser l'ensemble, c'est un mouvement de rotation et une force dont nous voyons l'effet ici, mais qui en fin de compte est une force qui s'oppose directement là, qui s'appelle la force centrifuge. Tout le monde connaît l'effet de Fronde, ben c'est ça la force centrifuge. On la sent aussi quand on prend un virage un peu vite. Ça tire vers l'extérieur. Voilà. Ben, la force centrifuge, on sait la calculer fort bien, sans prendre d'effet relativiste, parce que si je m'amuse à ça, les formules sont beaucoup plus compliquées. Et c'est la masse que multiplie le carré de la vitesse sur le rayon. Le rayon, c'est la distance, en gros, qui sépare l'étoile que l'on a mesurée du centre de gravité, c'est-à-dire le centre de la galaxie. Et puis, la masse, c'est la masse de l'objet qui tourne, et sa vitesse au carré. Vous avez tout ceci ici. C'est la force centrifuge. Et cette force centrifuge, pour que l'objet ne s'en aille pas, doit être compensée par ce qu'on appelait autrefois la force centripète, et qui n'est plus ni moins ici que la force de gravitation. Si on supprimait le point central, c'est comme si on supprimait la corde qui maintient la fronde, la pierre s'en irait. Qu'est-ce qui maintient la pierre? C'est la corde. Qu'est-ce qui maintient l'étoile? C'est la force de gravitation, la galaxie qui attire cette planète, ou cette étoile. La force de gravitation, on va la connaître depuis fort longtemps, en fin de compte depuis Newton, puisque c'est lui qui a mis au point cette formule. Alors le signe moins signifie qu'elle est en sens opposé de la force centripète, on ne s'y intéressera pas, centrifuge, pardon.
c'est grand G qui est la constante de gravitation universelle. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a eu calculé et qu'on a pu calculer par des moyens autres cette constante de gravitation, on a toujours trouvé le même résultat, que multiplie le produit des masses, masse de la galaxie, masse de l'étoile, et que divise la distance séparant les centres de gravité, c'est-à-dire le rayon tout à l'heure. Et pour que ça tienne, pour que ça marche, il faut que ces deux forces soient égales. S'il y en a une qui prédomine, ou l'étoile s'écrase sur le centre de la galaxie, ou elle s'en va, ce qui arrive quelquefois. Et si elles sont égales, eh bien on a l'égalité de ces deux éléments. Bon, on va simplifier, puisqu'on a des masses qui apparaissent identiques, en particulier les masses de l'étoile. On a 2 fois le rayon. Bon, là j'ai maintenu les mêmes éléments tout à l'heure, mais en fin de compte, on aurait pu simplifier avant. Et on a le carré de la vitesse, qui est égal à Gm, masse de l'étoile, sur R, la distance qui sépare l'étoile de la galaxie. Autrement dit, on peut calculer la vitesse. Mais cette vitesse, on peut la calculer aussi avec l'effet Doppler-Fizeau, c'est-à-dire le décalage optique. La masse de l'étoile, on connaît à peu près de quoi il s'agit. La masse, pardon, de la galaxie, on connaît à peu près de quoi il s'agit, puisqu'on la mesure en fonction des étoiles qui la composent. Ben, c'est là que le bas blesse, parce que on n'obtient pas d'égalité, pas du tout. Plus l'étoile est à l'extérieur de la galaxie, plus elle va vite par rapport à la masse de la galaxie. Or, la vitesse, on sait bien la mesurer. La masse de la galaxie, on sait l'estimer en fonction des étoiles qui sont à l'intérieur. On sait à peu près ce que ça doit donner en fonction de ces étoiles. Eh bien, il y a 5 fois moins d'étoiles qu'il en faudrait pour maintenir la galaxie stable. Vous avez ici une courbe. Pour ce qui concerne le centre de la galaxie, les deux courbes sont à peu près identiques. Et après, elles s'écartent très franchement au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de cette galaxie. Là, vous avez la courbe telle qu'elle serait décrite si on connaissait la masse. Et là, la courbe telle qu'elle serait décrite si on prend la vitesse. La vitesse est 5 fois supérieure à ce qu'elle devrait être en fonction de la masse. Ou alors c'est la masse qui est 5 fois inférieure si on considère logiquement que la vitesse est bonne. Alors ça conduit à quoi? Ben, ça conduit à une chose relativement simple. On s'est trompé sur la masse des galaxies. Mais complètement. Les galaxies sont beaucoup plus lourdes qu'on le croit. Le seul problème, c'est que si on examine les étoiles, on ne voit pas où ça peut se trouver. Donc on a inventé la fameuse matière noire. On s'est dit, dans les galaxies, il y a beaucoup plus de matière que la matière classique, visible, que l'on connaît, dont nous sommes faits en quelque sorte. Et il y a à peu près 5 fois plus de matière noire. 4 fois plus pour être possible. Bon. Je ne vous cache pas qu'on recherche la matière noire depuis fort longtemps, mais que malheureusement, on n'a jamais rien trouvé. Elle est indétectable, pour l'instant. Alors il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que si cette matière noire existe réellement, elle va provoquer une attraction entre une galaxie considérable, puisqu'on multiplie d'un seul coup par 5 la matière, donc on multiplie par 5 l'attraction. Et dans ces conditions, l'univers ne devrait pas s'étendre, mais se comprimer depuis fort longtemps. Or, non seulement l'univers continue à s'étendre, mais les mesures qui ont été faites depuis une cinquantaine d'années montrent que cette vitesse augmente. C'est en contradiction avec la matière noire telle qu'elle est conçue. Son effet ne devrait pas être cela. Bon, qu'à cela ne tienne, on a rajouté l'énergie sombre, ou l'énergie noire, ça dépend du vocabulaire qu'on emploie. Cette énergie qui est tout aussi inconnue que la matière noire, eh bien, va provoquer l'expansion de l'univers. Il suffit d'ajuster cette énergie dont on ne connaît pas l'origine non plus,
qu'il y aurait cette manifestation qui consiste à écarter les étoiles et les galaxies les unes des autres, surtout les galaxies d'ailleurs, eh bien cette énergie noire représente une très grosse partie de l'énergie totale. Parce que comme vous le savez, l'énergie, la matière, c'est la même chose. Est-ce que l'énergie noire peut s'expliquer par la constante gravitationnelle lambda que Einstein avait hésité à introduire? Ben, disons qu'Einstein a introduit la constante lambda, c'est l'expansion de l'univers. Au départ, Einstein pensait que l'univers était stable. Donc il avait choisi lambda égale. Mais c'est une variable d'ajustement. Hein. On peut l'employer comme on veut, lambda. Quand on cherche à l'ajuster, on répond à Ben oui, mais valeur de toute façon, c'est comme le redshift, la constante de grandissement de l'univers, d'accélération de l'univers, on la calcule, mais on la calcule avec des moyens qui ne sont pas forcément tout à fait exacts. Non, mais c'est la constante, l'énergie noire, de toute façon, c'est pas la constante qui est intéressante, c'est savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que cette énergie noire? On n'a absolument aucune idée de l'origine de cette énergie. Alors on dit, bon, pour les spécialistes, c'est la fluctuation quantique du vide. Bon, après tout. En fin de compte, avec tous ces résultats, on a abouti à ce graphique. En jaune, vous avez la matière ordinaire, celle qu'on connaît bien. Au-dessus, en bleu, assez plus clair, vous avez la matière noire. Et puis, presque 70% de l'univers est constitué de cette fameuse énergie noire. Parce que pour compenser l'attraction de la matière noire comprise, eh bien, il faut une énergie colossale. Alors ça, c'est une théorie qui est acceptée, je dirais, par une majorité d'astronomes et de physiciens à l'heure actuelle. Elle n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'on n'a pas découvert ce que c'était que la matière noire, qu'on n'a pas réussi à monter quelque chose qui soit correct avec l'énergie noire. Mais ce n'est pas la conclusion, plutôt l'explication qui est donnée par tous les astronomes. Il y en a qui préfèrent modifier la théorie. Puisqu'on n'arrive pas par la pratique à trouver ce que c'est que la matière noire, ni l'énergie noire d'ailleurs, et encore moins, eh bien on change la théorie. La première, il y en a deux, hein, heureusement. La première, c'est modifier la formule que je vous ai montrée tout à l'heure de la gravitation universelle. C'est ce qu'on appelle la théorie montre. La loi de Newton, la loi d'attraction universelle, est proportionnelle, inversement proportionnelle au carré de la distance. Eh bien, si par un petit tour de passe-passe, on change le carré de la distance en distance tout court, eh bien on va diminuer considérablement l'attraction de la gravitation. Et par conséquent, puisque ça attire moins, on a besoin de moins de matière, et on arrive à rentrer dans les clous, comme on dit, sans avoir besoin d'inventer la matière noire. Vous voyez ici la ligne bleue que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est si on ne tient compte que de la matière connue et de la loi inversement proportionnelle au carré, la loi d'origine de Newton. Le rouge, c'est si on introduit la matière noire. Et puis enfin, le vert, que vous avez ici, c'est ce que donne la théorie montre. Et les petits points noirs, c'est ce que donnent les mesures qui ont été effectuées en différents points de l'univers. On s'aperçoit que ces mesures, alors vous voyez que c'est constitué de petites barres, hein, il y a un bloc mais c'est une petite barre, avec la zone d'incertitude indispensable, eh bien ces mesures cadrent à peu près avec les théories montres. À titre indicatif, il faudrait procéder au changement de loi de Newton, à peu près à 8000 unités-lumière, de notre système solaire ou de n'importe quel autre objet que l'on considère comme attirant. Ça, c'est la première théorie, c'est un tour de passe-passe. Ça marche au point de vue théorique. Ça demanderait quelques Est-ce qu'il y a vérifications. des étoiles qui font exception à la loi de monde? Disons qu'en gros, si on repère simplement les points qui ont été faits, il y en aura peut-être, mais bon, pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé.
Ça marche, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais il faudrait certainement, comme vous dites, faire beaucoup plus de vérifications. Ça, c'est un fait. La deuxième théorie, alors elle bouleverse tout, c'est la théorie des cordes. En principe, on considère dans la physique classique, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle et dans la théorie monde, que chaque particule est ponctuelle. Elle obéit à la mécanique quantique, c'est-à-dire une notion de probabilité, de vitesse et de position, mais elle est ponctuelle. Elle est assez grosse. Les plus petites particules qu'on découvre à l'heure actuelle, ce sont les particules composant les neutrons et protons, ce sont les quarks. Il en existe beaucoup d'autres, des particules qui permettent la jonction, le véhicule des forces, comme les photons, les gluons, etc. Et dans la partie corde, eh bien on change ces particules. Ce ne sont plus du tout des particules ponctuelles, mais des cordes. Et chaque corde, c'est en quelque sorte de la matière qui est enroulée, et chaque corde a 14 dimensions. Avec un peu de coup de rabot, on est descendu à 11. Au départ, la théorie des cordes avait 14 dimensions. Alors c'est très difficile à expliquer à notre échelle, parce qu'on vit dans un monde à 3 dimensions, plus donc longueur, largeur, hauteur, plus le temps, ça fait 4 dimensions totales, 4 dimensions qui sont visibles. Mais les gens estiment qu'il y a, les savants estiment qu'il y en a d'autres. Ils expliquent ceci d'une façon relativement simple. Quand on regarde un film, une corde en quelque sorte, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule dimension, c'est-à-dire la longueur, plus le temps qui, lui, ne change pas. Si on prend une surface très mince, genre feuille de papier, l'épaisseur étant très faible, on a l'impression qu'il n'y a que 2 dimensions, longueur, largeur. Eh bien, les cordes que nous avons ont 10 dimensions spatiales, dont beaucoup sont enroulées, et une dimension de temps. Et elles peuvent se présenter de différentes façons. Elles peuvent se présenter ouvertes ou fermées. Ouvertes, elles vont se fixer tout au moins une extrémité sur une surface, un espace, et vont faire une particule telle que nous la connaissons. Fermée, ça fait d'autres particules qui ont des propriétés beaucoup plus différentes. Alors la théorie des cordes n'est pas vérifiable. Vous savez que pour trouver des nouvelles particules, on emploie les fameux accélérateurs de particules, dont l'exemple le plus frappant est celui du CERN à côté de Genève, qui consomment une énergie folle pour obtenir des particules très petites et très très rares. C'est comme ça qu'on a découvert il y a quelque temps le boson de Higgs, qui permet d'avoir un complément harmonieux de la théorie de la matière. Mais pour avoir ces particules qui sont 10 puissance 16 fois plus petites, il faudrait toute l'énergie du Soleil pendant pratiquement toute sa vie pour en avoir une poignée. Donc évidemment, on ne risque pas de les trouver. Elles ont existé très certainement. On aurait pu les constater au moment du Big Bang. Là, il y avait suffisamment d'énergie. Donc en fin de compte, pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait prouver cette théorie. Elle a été faite pour que ça marche, et ça marche effectivement très bien. Alors voici quelques-unes des particules. Vous avez la matière telle que nous la connaissons, c'est formé de molécules, c'est formé d'atomes. Le centre, le noyau de l'atome que vous avez ici, c'est des protons et des neutrons. Les électrons sont autour. Électrons, protons, neutrons sont formés de quarks. Là, il y a eu un tort, ils ont mis 3 quarks différents, il y en a 2 qui sont identiques. Enfin, c'est pas vrai. Et les quarks, eh bien, sont issus de ces fameuses cordes. En fin de compte, pour un quark, on aura une corde ouverte, ce qui n'est pas tout à fait le cas des neutrons. D'après la théorie. D'après ce que disent les savants, il y a à peu près une quinzaine de personnes dans le monde qui comprennent cette théorie. Donc, on n'ira pas plus loin. Alors, je vous ai présenté ici l'univers à 3 dimensions, mais comme on ne peut pas représenter à 3 dimensions sur un écran, il n'y en a que 2 de représentés. Alors, vous avez plusieurs types de cordes. Une corde qui a un point fixé sur cet univers. Bon, en gros, je vous dirais qu'il représente ainsi les particules de transition, telles que les électrons et les photons. Un élément qui lui est fixé par ces 2 extrémités, ce sont les particules classiques,
telles que celles qui vont former les noyaux des atomes, les protons et les neutrons. Et puis enfin, vous avez cette espèce de bête très particulière qui, elle, ne se fixe pas, puisqu'elle n'a pas de point d'accès. Ils appellent ça le graviton, c'est-à-dire la matière, ou plutôt l'élément, qui permet de donner les forces de gravitation. La force de gravitation n'étant plus fixée dans l'univers, ça va pouvoir traverser l'univers sans problème. Et par conséquent, eh bien, nous allons avoir des forces de gravitation qui vont être indépendantes, beaucoup plus indépendantes qu'on pouvait le penser, de la distance réelle. Étant donné qu'on n'a plus besoin de mesurer cette distance, elle est beaucoup plus courte, donc l'action est beaucoup plus forte. On n'a pas besoin d'augmenter la matière, et en particulier, on n'a pas besoin de matière noire. Et si on n'a pas besoin de matière noire, on n'a plus besoin de l'énergie noire non plus. Autrement dit, le graviton, au lieu de suivre la surface de l'univers, peut traverser cet univers, peut passer d'un lieu à un autre directement, comme en fin de compte un raccourci en quelque sorte, et ça va développer une force de gravitation supérieure à celle qu'on peut calculer. Pour les petites distances, il y a peu de problèmes. Pour les grandes, c'est très intéressant. Ça rejoint un peu, par ce biais de raccourci, la loi monde qui dit que lorsque la distance est importante, eh bien, au lieu de diviser par le carré, on divise par la distance. On n'ira pas plus loin là-dessus. C'est une des conséquences de l'étude des galaxies. Une conséquence importante d'ailleurs. Est-ce qu'on a envisagé le fait que les noyaux de galaxies contiennent des plasmas, donc des forces électriques très importantes, et qu'il pourrait y avoir une torsion de l'espace-temps selon la théorie des cartons? L'énergie, c'est la masse. Hein. Et par conséquent, même le Soleil courbe la C'est lumière. une torsion de l'espace-temps, conforme à la théorie des cartons. Il y a beaucoup de théories. Là, je ne connais pas celle-là. C'est une généralisation de la relativité générale aux forces électriques. Ouais, pas dit. C'est un français. Oui. Bon, moi, c'est pour ça qu'il est peu connu. Oui, je ne connais pas. Vous avez ici un cas particulier, mi-galaxie, mi-étoile, c'est ce qu'on appelle le quasar. Ça a été découvert il y a maintenant 70 ans, 60-70 ans. Au début, on ne connaissait pas du tout. On s'est demandé ce que c'était que cette bête. En gros, un quasar, c'est un bloc qui a la taille d'une étoile et qui diffuse l'énergie d'une galaxie. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir le quasar. Il y a des quasars très lumineux qui, s'ils étaient situés près de la Voie lactée, nous éblouiraient nuit et jour, en quelque sorte, hein, tout au moins lorsqu'on est en face. Et puis il y en a qui sont beaucoup moins lumineux, mais de toute façon, comme ils sont très éloignés, eh bien, il a fallu longtemps pour les détecter. On s'est bien demandé, d'ailleurs, ce qui fournissait cette énergie. Et cette énergie, dans les quasars, eh bien, on estime qu'elle est fournie par un trou noir. Le trou noir n'est pas une chose qui est acceptée par tous les astronomes. On en a rencontré qui dit « Oh, les trous noirs, ça c'est du baratin. Hein, c'est un problème de mathématicien, problème aux limites. » Effectivement, c'est très difficile de concevoir, au point de vue physique, un trou noir. Le trou noir est dû à une accumulation de matière considérable qui a percé littéralement l'espace-temps et qui, du fait de sa masse considérable, empêche même la lumière de sortir. Alors vous avez une représentation d'artistes que c'est un trou noir, il y en a beaucoup plus qui ont fait des représentations d'ailleurs que de choses réelles. De toute façon, le trou étant noir, eh bien il est très difficile à discerner. Alors comment ça se passe? Eh bien jusqu'à, disons, le début du siècle précédent, on imaginait qu'une force, c'était en quelque sorte comme un vecteur, un élastique, et que ça tirait. Mais le temps, l'espace, était fixe. Et puis, Einstein a changé tout ceci. Il a conçu un espace-temps flexible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, lorsqu'un objet était dans cet espace-temps, il déformait l'espace-temps, plus ou moins en fonction de sa masse, autour.
Autrement dit, là vous avez une représentation de l'espace-temps à 2 dimensions, il se fait en réalité à 3. C'est un peu comme une surface élastique, un trampoline. Quand on a un objet, on met une boule de pétanque sur le trampoline, et bien ça creuse un trou. Et par conséquent, les objets qui vont passer à proximité vont voir leur trajectoire déformée. Quelquefois même déformée au point qu'elles vont tomber sur le objet. Mais si c'est suffisamment rapide, ça fait cette trajectoire noire. La première vérification de cette loi a été faite pendant la Première Guerre mondiale, au moment d'une éclipse de soleil. La Lune, du fait que ça éclipsait le soleil, permettait de voir les étoiles en bordure du soleil, et très proches. Et en mesurant la position de ces étoiles, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas tout à fait à la position qu'on pouvait penser, mais qu'elles étaient déplacées. Elles étaient comme attirées, la lumière tout au moins, par le soleil. Les calculs de déviation correspondaient à ce qu'avait trouvé Einstein. Et en même temps, il a pu expliquer la différence qui existait dans les calculs de l'avancement, le périhélie, de Mercure. Jusqu'à maintenant, on avait assimilé cet avancement à l'existence d'une planète hypothétique qui aurait perturbé la trajectoire de Mercure. On l'avait appelée Vulcain. Elle aurait été située entre Mercure et le Soleil. On ne l'a jamais trouvée. En utilisant cette loi d'attraction, eh bien, on s'est aperçu que cette déviation était due effectivement simplement à l'effet de relativité. Le Soleil est suffisamment massif pour arriver à déformer un peu la lumière et par conséquent attirer. Alors lorsqu'on augmente la masse, si au lieu de mettre une boule de pétanque sur le trampoline, on lui balance 1 tonne de plomb, ben, qu'est-ce que fait le trampoline? Il crève. Lorsque la masse et surtout la densité est très importante, eh bien ça va crever littéralement l'espace-temps, ça fait un puits sans fond, vu qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Et ce puits-là, si malheureusement on se rapproche un peu trop, ça va aspirer. Et ça aspire tout. La limite en dessous de laquelle on est obligatoirement capté par le puits, ça s'appelle la limite de Chambras-Séquard. C'est un cercle très restreint. Au centre, eh bien, on ne sait pas du tout de quoi est constituée cette matière. Et surtout, comment elle a pu se condenser de cette façon. Ça, c'est un gros problème, d'autant plus que on ne voit rien. Ça soulève une question. On aspire de la matière portant des protons, des électrons, des neutrons, il peut y avoir fusion nucléaire. Non, parce qu'ils sont déchiquetés depuis longtemps. Ils sont déchiquetés depuis longtemps. Déjà, on sait que dans les étoiles à neutrons, qui sont extrêmement denses, il n'y a plus que des neutrons. Hein. Tout le reste a été complètement désossé. Hein. Donc il n'y a plus que des neutrons. Dans le trou noir, il y a certainement autre chose. Il y a quelque chose en dessous des neutrons. Selon la théorie quantique et nucléaire actuelle, quel est le type de matière hyperdense qu'on peut avoir? On n'a aucune idée. Des neutrons? On n'a aucune idée. Les neutrons, c'est les étoiles à neutrons. Elles sont connues. On les détecte. Et cette matière-là, non. C'est pour ça que certains disent, eh bien là, à l'intérieur, on trouverait les fameuses cordes, le point initial, puisque ça correspondrait à ce niveau de... Mais on n'en sait strictement rien. Alors les trous noirs, eh bien, c'est quelque chose qui a été inventé bien avant Einstein, hein, puisque le mathématicien Laplace avait eu cette intuition. Cette intuition qui était simplement une intuition, mais qui était basée sur de la mécanique classique. Bon, il avait beaucoup de difficultés à voir, parce qu'à cette époque, on n'avait pas l'équivalence masse-énergie, E égale MC2, que tout le monde connaît. Hein, on ne savait pas du tout ça. Et par conséquent, eh bien, il s'est arrêté là. L'explication d'Einstein a permis, grâce à cette fameuse relation, de trouver qu'effectivement, on pouvait capter la lumière, capturer la lumière. Ça a donné des idées à un certain nombre de physiciens, en particulier Schwarzschild, qui a calculé le rayon en dessous de laquelle, on a appelé ça ensuite la limite de Chambras-Séquard, en dessous de laquelle le trou noir absorbe absolument tout. Ce rayon est donné par la formule de Gm sur C2. M, c'est la masse, G, c'est la constante de gravitation, C2, c'est la vitesse de la lumière au carré.